Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolument fondamental de l'ingénierie structurelle moderne, le chapitre 3 de l'Eurocode 2. L'idée de ce décryptage, c'est de vraiment plonger au cœur de l'état limite de service pour comprendre comment on maîtrise la fissuration. C'est une étape cruciale quand on conçoit un ouvrage, surtout depuis la transition des anciennes normes, comme les fameuses règles BAEL 91, vers ce cadre européen qui est aujourd'hui hyper performant. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Le béton, ça se fissure. C'est littéralement dans sa nature. Ce qui est même surprenant, c'est que le béton commence bien souvent à se micro-fissurer avant même d'avoir subi la moindre charge externe, juste à cause de la chaleur qu'il dégage en durcissant ou de son propre retrait. Et quand on parle d'infrastructures de génie civil massives, comme des écluses gigantesques ou des barrages, la gestion de ces fissures, c'est la différence absolue entre un ouvrage qui tiendra un siècle et un ouvrage qui va se dégrader à vitesse grand V. L'ingénierie d'aujourd'hui ne ferme pas les yeux là-dessus. Elle calcule tout ça avec une précision chirurgicale à un niveau incroyable. Au programme, pour bien comprendre tout ça, d'abord le défi du béton armé, ensuite les exigences et les classes d'exposition, puis on passera à la section minimale d'armature, à la mécanique pure de la fissuration, pour terminer sur les méthodes de contrôle pratique. Commençons tout de suite avec notre premier point, le défi du béton armé et cette fameuse réalité inévitable. Quand on regarde d'immenses structures en béton s'élever, on pourrait croire que le but ultime de l'ingénieur, c'est d'empêcher la moindre petite fissure d'apparaître. Eh bien, pas du tout. Le vrai défi, ce n'est pas de faire de la magie, c'est de comprendre les règles d'engagement du matériau. L'idée, c'est de maîtriser son comportement pour que ces inévitables micro-ruptures restent totalement inoffensives pour la structure. C'est ce qu'on appelle une orchestration parfaite de la fissuration. Et pour bien orchestrer tout ça, il nous faut des règles du jeu. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point, les exigences et les classes d'exposition. Avant même de sortir les calculatrices, on doit définir notre ligne rouge. Et dans la norme, cette ligne rouge, c'est le W max. Concrètement, c'est la valeur limite de l'ouverture calculée des fissures. Ce n'est évidemment pas choisi au hasard. C'est la limite absolue pour s'assurer que l'ouvrage reste étanche, que l'acier à l'intérieur soit protégé de la corrosion et que le rendu visuel reste acceptable. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que la tolérance dépend entièrement de l'environnement immédiat de la structure. Dans un milieu standard ou très sec, la norme nous accorde une ouverture de fissure allant jusqu'à 0,4 mm. Mais attention, dès qu'on construit dans une zone agressive, comme en plein milieu marin ou sur une route exposée au sel de déverglaçage, l'annexe nationale française serre la vis. On passe à une limite extrêmement stricte de 0,2 mm. L'exigence s'adapte vraiment à l'hostilité du milieu. Face à ces limites ultra strictes, quelle est notre première ligne de défense? C'est notre troisième point, la section minimale d'armature. Là, on voit très bien comment la théorie rejoint la réalité du chantier. On a cette formule assez stricte qui vient calibrer notre quantité d'acier minimale directement en fonction de la section transversale de béton qui est sous tension. En fait, on lie mathématiquement la force de l'acier avec la résistance exacte à laquelle le béton va commencer à se déchirer. Il faut bien se dire que cette section minimale d'armature, ce n'est pas juste une ligne de code arbitraire pour faire gonfler les quantités d'acier. C'est un véritable mécanisme de survie. Imaginez un peu, si le béton n'était pas suffisamment armé, à la seconde exacte où la première fissure apparaîtrait, toute la tension basculerait d'un coup sur un acier trop faible. Le résultat, une rupture instantanée, explosive et catastrophique. Cette section minimale, c'est la garantie absolue que le bâtiment continue de tenir debout la fraction de seconde après que le béton est rompu. Alors comment ça se passe concrètement à l'intérieur du matériau? Plongeons dans notre quatrième point, la mécanique de la fissuration. Pour bien visualiser, on utilise souvent l'analogie du tyran. Imaginez simplement la barre d'armature comme une corde bien tendue entre des blocs de béton qui se séparent. Observez bien le comportement au niveau des fissures F1 et F2. Pile à l'endroit de la déchirure, la contrainte dans le béton tombe à 0. D'un seul coup, l'acier doit encaisser 100% de la charge de traction. C'est un phénomène microscopique, c'est vrai, mais d'une violence mécanique inouïe. Et c'est cette mécanique qui nous explique pourquoi l'espacement entre deux fissures n'a rien d'aléatoire. En réalité, tout dépend de l'adhérence entre notre barre d'acier et le béton qui l'enrobe. L'effort est retransmis au béton très progressivement, grâce à cette fameuse adhérence, jusqu'à ce que la résistance en traction du béton soit de nouveau dépassée. Et hop, une nouvelle fissure se crée un peu plus loin. L'Eurocode 2 modélise cet espacement maximal de façon très rigoureuse. Sans forcément s'arracher les cheveux sur chaque coefficient de la formule, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le principe de base. Plus on répartit nos armatures finement, plus l'espacement entre les fissures diminue. Et mécaniquement, en forçant les fissures à être plus rapprochées les unes des autres, on limite drastiquement l'ouverture individuelle de chacune d'elles. Bon, on a vu la théorie.
Place maintenant à notre dernier point, les méthodes de contrôle pratique pour le chantier. En fait, l'Eurocode distingue deux coupables principaux dans l'apparition des fissures et propose une parade très spécifique pour chacun. Si le souci vient de déformations gênées, on pense notamment au retrait du béton dont on parlait au tout début, la solution pratique, c'est de venir limiter le diamètre maximal de nos barres. En revanche, si la fissuration est provoquée par les charges appliquées sur la structure, on va plutôt jouer en limitant l'espacement entre les barres ou bien leur diamètre. L'élégance absolue de cette méthode, c'est de transformer un casse-tête de mécanique complexe en un flux de travail hyper simple en 3 étapes. Premièrement, on évalue la sollicitation de notre section. Deuxièmement, on calcule la contrainte de l'acier à l'état limite de service, l'ELS. Et troisièmement, on ouvre tout simplement les tableaux de l'Eurocode pour en extraire directement l'espacement ou le diamètre maximal à respecter sur nos plans. C'est redoutable d'efficacité pour la conception au quotidien. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez fascinante. Sachant que le béton est intrinsèquement voué à se fissurer, l'ingénierie structurelle consiste-t-elle vraiment à prévenir la rupture ou plutôt à l'orchestrer à la perfection ? Le béton est loin d'être un simple bloc monolithique inerte. Il travaille, il bouge, il s'exprime. Et tout l'art de notre discipline, ce n'est pas de créer une fausse illusion d'indestructibilité, mais bien de maîtriser totalement cette déformation. De quoi changer définitivement notre regard sur toutes les structures qui nous entourent. Merci d'avoir suivi ce décryptage détaillé du chapitre 3 de l'Eurocode 2.